Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcel de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dominique Perugino, arboriste et vice-président chez Arbo Plus. Donc, bonjour Dominique, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, de ton cheminement, que ce soit personnel, professionnel, de ta formation. Ben écoute, c'est sûr que pour la formation professionnelle, j'ai un parcours un peu atypique là, pour un arboriste. Fait que j'ai fait un baccalauréat en théologie, puis une maîtrise en philosophie. OK. Puis mon but, c'était d'enseigner la philosophie au cégep. Fait que en attendant de me trouver une job, je m'étais dit pourquoi pas. Michael, il s'était parti son entreprise, Arbo Plus. Fait que j'ai dit, ben oui, je vais aller donner un coup de main. Mais ça n'a pas été long que j'ai pogné la piqûre. Fait que j'ai commencé à me former là-dedans. Puis ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est que vu que le métier d'arboriste est quand même très calme l'hiver, ça m'a permis quand même de poursuivre mes aspirations d'enseignant pour l'hiver. Fait que j'enseigne la philosophie l'hiver, puis je suis arboriste l'été. Pour ce qui est de la formation, ben c'est une formation continue là. Pour être arboriste, d'ailleurs, demain, je m'en vais passer une entrevue à l'École des métiers horticoles de Laval pour aller chercher mon DEP. Cool! Est-ce que tu es excitée? Oh oui. Oui, hein? Super. Puis pourquoi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le métier d'arboriculteur quand tu as commencé avec Michael? La première chose, c'était le plein air. Avant d'être arboriste, je nettoyais les avions, les jets privés. Puis c'était le plus souvent le soir ou la nuit, avec des produits chimiques dans des grands hangars et tout ça. Et là, Michael, il m'avait appelé pour aller donner un coup de main, puis j'ai tout de suite vu les bienfaits de travailler au soleil, puis de prendre l'air. Fait que la première chose, ça a vraiment été le plein air. Mais j'avais déjà un petit peu la piqûre pour les hauteurs, parce que dans les avions, c'était pas rare qu'il fallait que je mette un harnais pour aller, par exemple, sur le haut de la queue de l'avion, par exemple, pour faire un polissage ou un nettoyage. Puis avant ça, j'étais laveur de vitres. Puis les hauteurs, plutôt que de me faire peur, bien que ça puisse arriver, ça me détend. Ça me procure une énorme paix intérieure. C'est un des rares. Ben, peut-être, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de gens dans les métiers en hauteur qui ont ce sentiment-là. Mais je me souviens quand je lavais des vitres avec, comment ça s'appelait déjà? L'entreprise s'appelait Vitre.net. C'était une entreprise qui encourageait les étudiants à faire ça l'été. C'était pour les étudiants, en fait. Puis, c'est ça, je faisais ça pour payer mes études pendant l'été. Puis, en grimpant en haut des échelles, puis en voyant les perspectives sur la ville, puis tout, ça me plaisait. Alors, quand j'ai travaillé avec Michael, ben, c'est sûr qu'au début, mon rôle, c'était pas de grimper dans les arbres. Mais j'ai vite insisté pour qu'il me le montre parce que j'avais hâte de vivre le sentiment d'être en hauteur. Chouette. Puis, parle-nous donc d'une journée typique là, en arboriculture. À quoi ça ressemble, disons, là, une journée où il y a de l'élagage à faire? Une journée où il y a de l'élagage à faire, ben, je vais regarder premièrement avec mes employés. Habituellement, on est des équipes de 3. Donc, un chef d'équipe puis 2 employés. La plupart du temps, c'est 3 grimpeurs. 3 personnes qui ont leur diplôme. Donc, on va regarder la journée. On a nos contrats là, sur notre téléphone. On a le nom du client puis les choses qu'il va avoir à faire. On prend le camion. On se rend à l'adresse. Puis, une fois arrivé, on parle au client. On essaie de le faire parler pour voir c'est quoi ses attentes et tout ça. On regarde ce qu'il y a sur le contrat pour essayer de vraiment de... Parce que le contrat va dire les grandes lignes de ce qu'il y a à faire, mais on veut quand même comprendre ce que le client a besoin.
Puis, tu sais, ça peut arriver, par exemple, que c'est un arbre vraiment qui demande beaucoup d'expérience et d'expertise. Fait que là, habituellement, c'est le chef d'équipe qui va grimper. Mais si c'est un arbre qui peut être grimpé par tout le monde, des fois, on pige au hasard qui va le grimper parce que la plupart du temps, la job le fun, c'est d'être en haut. Celui qui est en bas, son travail consiste à ramasser les branches, les déchiqueter, passer le râteau, des choses comme ça. Fait que souvent, on va faire roche, papier, ciseaux ou pareil, pas pareil pour voir qui va grimper. Puis, c'est ça, le reste, c'est tout ce qui concerne la bonne technique, s'ancrer, attacher notre corde dans une fourche adéquate, puis faire des déplacements sécuritaires et couper les sections d'arbres sécuritairement pour pas abîmer la maison ou les autres structures. Super. Puis, dis-moi donc, comment t'es arrivé à devenir vice-président d'Arbo Plus? Parce que tu es arrivé après la fondation de l'entreprise. Là. Ben, quand je suis arrivé, on n'était vraiment pas beaucoup. Il y avait Nicolas, Michael, on avait un autre travailleur de sol qui s'appelle Mathieu Madran. Donc, j'avais déjà une bonne relation avec les fondateurs. Mais ce qui m'a permis de devenir vice-président assez rapidement, c'est l'intérêt que j'avais pour l'entreprise. C'est que je voyais vraiment le potentiel pour l'entreprise de devenir quelque chose de beau et de grand. Alors, plutôt que de me contenter d'être un simple employé qui punch in, punch out, ben, je suis vraiment allé de l'avant, donner beaucoup mon opinion sur ce que je pensais qu'il y avait à changer, des acquisitions qu'on avait peut-être besoin pour certains outils, des choses comme ça. Puis pour Nicolas puis Michael, ben, c'était quand même précieux comme intervention. C'était pas du tout perçu comme du chiolage ou de l'ingérence ou quoi que ce soit. C'était comme, ben, tu sais, s'il y a quelqu'un comme ça qui a à cœur la compagnie, on devrait peut-être l'inviter sur le CA. Puis lui offrir un poste, là, tu sais. Fait que j'ai commencé par devenir juste membre du CA pour participer aux réunions et tout ça. Mais j'ai aussi beaucoup manifesté mon intérêt pour devenir actionnaire dans la compagnie. Donc, Michael et Nicolas ont accepté de me vendre des actions dans la compagnie. Puis c'est comme ça que je suis devenu vice-président. OK, super. Puis ton rôle en ce moment dans l'entreprise en tant que vice-président, c'est quoi plus précisément? Ben, c'est sûr qu'il y a les réunions, les réunions de conseil. Sinon, sur le plan décisionnel, pendant les opérations, ça, c'est plus Michael. Nicolas, lui, c'est plus tout ce qui est marketing, tout ce qui est la vision pour la marque de commerce. De mon côté à moi, tu sais, tout s'entremêle, là, c'est sûr qu'on fait tous un peu de tout, mais de mon côté à moi, tu sais, il y a ma formation en théologie puis en philosophie. Ça fait en sorte que je vais souvent réfléchir à nos valeurs, par exemple. C'est moi qui s'occupe d'écrire la plupart des textes, que ce soit les courriels, les articles de blog. Là, je m'apprête à faire une refonte du site Internet. Ben, c'est sûr que le site Internet, c'est la spécialité à Nick, mais pour écrire les textes, ça va être moi. Donc, comment réfléchir, comment communiquer nos valeurs, comment les appliquer. Par exemple, Michael, c'est quelqu'un qui a beaucoup les valeurs à cœur, mais on va se mettre ensemble pour que moi, je m'exerce à les articuler, par exemple. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, tu joues un rôle très important dans la rédaction. Oui. Parfait. Ouais. Super. Et puis, bon, ça nous explique un petit peu ta vision aussi là, de l'entreprise. Comment tu vois Arbo Plus en tant qu'entreprise au sein de la société? Qu'est-ce que Arbo Plus apporte à la société? Le petit plus, là. Ouais. En fait, ce que j'ai l'impression que depuis le début, Arbo Plus fait beaucoup,
c'est d'essayer d'amener l'expertise des arbres, une expertise qui vient tout d'abord de l'École des métiers horticoles de Laval, parce qu'à cette école-là, ils apprennent vraiment aux arboriculteurs de faire attention aux arbres, de ne pas faire des élagages excessifs, des choses comme ça, ou de ne pas abattre des arbres inutilement. Donc, j'ai l'impression que depuis le début, on fait un gros travail pour amener cette expertise-là à être accessible aux citoyens. Donc, pendant nos interventions, dans les estimations, essayer de vraiment informer le client, de lui expliquer pourquoi des fois ce qu'il demande peut être mauvais pour l'arbre. Et souvent, le citoyen ne le sait pas. Puis c'est pas une tâche qui est... Ça peut avoir l'air banal, mais c'est pas une tâche qui est facile parce qu'un client ne s'attend pas à ce que tu lui refuses sa demande. Lorsqu'il dit « moi, je veux couper cette branche-là, cette branche-là, cette branche-là », il s'attend pas à se faire dire « non, c'est une mauvaise idée ». Il s'attend, et on se le fait dire, là, tu sais, je vous paye, faites ce que je vous demande, tu sais. Puis notre but, c'est vraiment de promouvoir l'expertise qui vient de l'école, puis des dernières avancées en sciences arboricoles. Un autre aspect, je pense, c'est les alternatives aux abattages. Souvent, un arbre peut présenter effectivement certains dangers, mais souvent, il y a des manières de le sauver. Donc, on va faire la promotion de ces solutions-là, de ces alternatives-là, que ce soit un élagage ou un aubanage, attacher 2 sections d'arbres ensemble pour les sécuriser, des choses comme ça. Puis, pour amener ça encore plus loin, ben, on a ouvert un volet éducatif. Donc, ça résume l'ensemble de ce que je vois là, comme la différence qu'on fait dans la société. Super. Parle-moi donc un petit peu plus du volet éducatif. Ça consiste à quoi? Puis, c'est quoi ton rôle dans ce volet-là? Bien, ça revient à ce que j'ai dit qu'on fait depuis le début dans nos interventions chez les clients. On a vraiment à cœur de donner de l'information pour que les gens soient de plus en plus sensibilisés aux bonnes pratiques. Parce que souvent, les mauvaises pratiques sont tout simplement à la mode. C'est pas rare qu'on arrive dans un quartier puis qu'on voit une mauvaise pratique répétée sur plusieurs maisons parce que les gens, ils regardent leurs voisins, ils connaissent pas ça plus qu'il faut. Fait qu'ils se disent, ben, si mon voisin a coupé, par exemple, la tête de son arbre, il faudrait peut-être que je coupe la tête de mon arbre moi aussi, tu sais. Mais pour amener ça encore plus loin, on a commencé à publier des articles de blog pour parler des différentes essences, parler de la pertinence de certaines essences pour certains endroits, parce que bien souvent, ça va être ça le problème. On a planté le mauvais arbre au mauvais endroit, ce qui va faire en sorte que l'arbre ne pourra pas s'épanouir. Dénoncer les mauvaises pratiques, promouvoir les bonnes pratiques à travers le blog. Puis, on a amené ça plus loin en publiant un abécédaire des arbres qui s'adresse aux enfants, mais qui est aussi très informatif pour les adultes, en donnant beaucoup d'informations dans la publication sur les arbres et sur les bonnes pratiques. Puis, dernièrement, on a aussi publié une bande dessinée pour les enfants qui met en scène, finalement, l'occurrence d'une mauvaise pratique dans une bande dessinée avec une intervention là, pour empêcher la mauvaise pratique. Puis on compte continuer. On avait aussi mis sur pied une formation pour les courtiers immobiliers puis les inspecteurs en bâtiment qu'on a donné à peu près 5 fois jusqu'à maintenant. Là, question de promouvoir la valeur de l'arbre sur le plan immobilier. Par exemple, ça peut être un argument de vente de dire « cette maison-là est en plein milieu de plein de beaux arbres », mais en même temps, ça prend une expertise pour savoir si ces arbres-là sont-ils malades. C'est-tu des frênes qui ont la grille du frêne, par exemple? J'ai déjà littéralement vu ça, là, une maison, et l'argument d'achat était les beaux arbres, et j'avais vu que 100% des arbres étaient des frênes qui allaient probablement devoir être abattus dans 2 ans. Fait que je me dis, les courtiers immobiliers, s'ils savaient ça, ils pourraient informer le client sur ce plan-là. Puis même chose pour les inspecteurs en bâtiment, parce que souvent, les arbres sont sur le banc des accusés pour des dommages, par exemple, aux fondations, aux drains français, des choses comme ça. Puis des fois, c'est juste une solution facile de juste abattre l'arbre
alors que c'est pas toujours nécessaire, qu'il y a d'autres solutions et que même souvent, c'est pas l'arbre qui est coupable, c'est plus une mauvaise construction à la base. OK. Ou un mauvais emplacement et choix d'arbres, mais à ce moment-là, il y a peut-être d'autres solutions. Oui, exact. Super. Si on revient à ArboPlus, l'entreprise, toi, tu es chef d'équipe, donc chez ArboPlus. Ça fait combien de temps que tu es chef d'équipe? Ça fait combien de temps que je suis chef d'équipe? Ça va faire 5 ans, je pense. Puis ça fait combien de temps que tu travailles pour ArboPlus? Là, je commence ma 8e année. Ouais. Donc, à titre de chef d'équipe, toi, t'en as vu passer des gens, tu travailles sur le terrain avec d'autres membres de l'équipe ArboPlus. Comment tu décrirais l'équipe ArboPlus en une phrase? En une phrase? Ou deux. Ben, je trouve qu'ArboPlus, c'est une équipe passionnée pour les arbres, passionnée pour l'avancement des techniques sécuritaires, passionnée pour la promotion de la santé et du bien-être de l'arbre. Puis, je parlerais aussi du dynamisme. C'est travailler chez ArboPlus, c'est travailler avec une équipe dynamique. C'est pas quelque chose de monotone ou de répétitif. C'est quelque chose d'excitant. Ça m'arrive souvent de comparer notre dynamique à celle d'une équipe de hockey. Il y a un moral à conserver, il y a un esprit d'équipe à conserver. De la même façon qu'au hockey, il faut faire attention, par exemple, de ne pas décourager le gardien de but quand il laisse passer un but ou deux, de vraiment rester ensemble. Mais c'est la même chose sur le terrain. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, nos techniques ne donnent pas exactement ce qu'on voudrait. Mais il faut garder le moral, il faut garder l'esprit d'équipe et tout ça. Donc, je dirais passionné et dynamique. Ce seraient mes 2 mots pour décrire l'équipe ArboPlus. Wow, 2 mots-clés. Je sais pas. Je sais pas, c'est bon ça. Puis, c'est quoi ton positionnement face à l'abattage? Ton feeling? Genre. Mon feeling, ben, écoute, c'est sûr que c'est pas toujours le fun abattre un arbre. Ça va arriver souvent qu'on le fait à contre-cœur si on a l'impression que ça aurait pu être évité. On n'a pas toujours accès à toute l'information. Des fois, il y a des compagnies d'assurance qui exigent un abattage. Des fois, il y a une construction qui exige un abattage et tout ça. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui peut être évité. C'est certain qu'avec la grille du frein, on n'a pas le choix d'en abattre beaucoup parce que les arbres sont malades puis ils deviennent dangereux. Donc, l'abattage d'un arbre, pour moi, c'est comme un mal nécessaire en milieu urbain. On se met à la place de quelqu'un qui a des enfants. S'il voit des branches tomber de son arbre, il y a des chances qu'il ne va pas se contenter d'un simple « Ah non, inquiète-toi pas, il ne devrait pas avoir de problème. » Il va vouloir l'heure juste et tout ça. Puis ça va arriver des fois qu'on va évaluer les risques et dire « Non, effectivement, l'arbre est cassant. On est dans une région où il y a beaucoup de vent et tout ça. Ça serait peut-être mieux de l'abattre pour servir le citoyen dans ce cas-ci, là, pour dire oui, l'arbre est important, mais il y a la vie humaine aussi. Là. Donc, comment je me positionne par rapport à l'abattage d'arbres? Je pense que c'est un mal nécessaire en milieu urbain de temps à autre. On essaie de l'éviter. Mais quand il est question de sécurité, ouais. C'est pas une question qui se pose très longtemps. C'est ça. Non, à un moment donné, il faut aussi prioriser la vie humaine. Super, ben, c'est une bonne réponse. Selon toi, ce serait quoi la plus grande qualité que ça prend pour être arboriste?
Le goût du défi. Si t'as pas le goût du défi, t'as vraiment pas ta place. Je pense, en arboriculture, parce que ça arrive assez fréquemment qu'on va arriver à un abattage ou un élagage, à n'importe quel travaux arboricole, puis d'en bas de l'arbre, à l'intérieur de nous, on se dit « OK, comment je vais faire ça? » Puis la plupart du temps, il faut juste y aller une étape à la fois. Il ne faut pas essayer de tout régler d'avance, de tout prévoir. Tu te dis, OK, je vais commencer par aller m'ancrer au bon endroit. Et ensuite, je vais me rendre là-bas, puis je vais trouver les solutions à mesure. Mais si tu te laisses facilement décourager par les défis, les journées froides, les journées chaudes, les arbres excessivement grands ou excessivement entourés de structures importantes, on parle de fils électriques, maisons, piscines, cabanons. Tu arrives en haut, là, puis tu te dis, bon, comment je vais faire pour faire ça sans rien toucher? Si c'est le genre de scénario qui te décourage, ça ne peut pas fonctionner. Il faut au contraire que tu sois excité par le défi qui est là. Excité pour trouver des solutions, ouvert d'esprit pour entendre les conseillers de tes collègues. Faut pas que tu aies peur des hauteurs. peut-être pas triper autant que toi, là, mais du moins pas avoir peur des hauteurs. Ouais, c'est ça. Super. Puis, comment tu vois Arbo Plus d'ici 5 à 10 ans, le développement de l'entreprise? C'est vraiment une bonne question parce que dans les dernières années, on a vécu quand même une grande croissance. On a multiplié les équipes et tout ça. Puis récemment, on a décidé de plus se concentrer sur la consolidation, améliorer la qualité de nos équipements, la qualité de notre marque de commerce, le branding sur nos camions, la qualité de nos camions, la qualité du personnel aussi, s'assurer que sur le chantier, que les gens aient les qualificatifs nécessaires pour faire le métier. J'ai l'impression que la croissance va reprendre, mais plus lentement, en s'assurant que tout soit toujours bâti sur du solide. Mais ma vision pour les prochaines années, si on laisse de côté l'expansion et tout ça, je pense que ça serait une meilleure capacité d'être entendu pour les conseils qu'on a à donner. Je pense particulièrement aux municipalités. J'ai l'impression qu'il y aurait une manière d'aider encore plus à bien intervenir auprès des arbres. Parce que j'ai vu beaucoup de choses. On a eu des contrats auprès des villes et tout ça, puis j'ai vu qu'il y a encore une difficulté à comprendre qu'est-ce que c'est un arbre dangereux pour le différencier d'un arbre qui n'est pas dangereux. Puis souvent, on se contente à demander à la compagnie de juste faire ce qui est demandé. Aller là-bas, abattre cet arbre-là. Mais moi, ce que j'aimerais voir dans 5 ou 10 ans, c'est une capacité de donner des conseils. Plutôt que de juste se faire dire par une ville, va abattre cet arbre-là, j'aimerais entendre qu'est-ce que vous pensez de l'état de santé de cet arbre-là pour vraiment valoriser le métier d'arboriculteur plutôt que de le voir juste comme un grimpeur d'arbres qui sait manier une tronçonneuse, mais que chez Arbo Plus, on réussisse à valoriser l'expertise. Donc, qu'on devienne vraiment une référence en ce qui a trait aux soins aux arbres, que ce soit au niveau des citoyens, des villes, peu importe, peut-être même du gouvernement. C'est ça. J'aimerais ça qu'Arbo Plus devienne une référence, mais j'aimerais ça qu'Arbo Plus aide toutes les compagnies expertes à devenir une référence. Qu'on puisse renverser la vapeur, là, puis que ça soit pas juste qu'on soit pas juste perçu comme des exécutants, mais que les gens aient une appréciation pour l'expertise qui vient, surtout avec les études en arboriculture là, qui
qui ont leur importance. Super. Et un truc ou un conseil que tu donnerais aux clients qui souhaitent faire des travaux en arboriculture? C'est-à-dire qu'ils souhaitent engager une compagnie et non pas faire les travaux eux-mêmes. Oui, qui souhaitent engager ou qui se posent la question, est-ce que je dois engager une compagnie ou est-ce que mes arbres ont besoin de traitement quelconque? Ouais. Ce serait quoi un conseil ou un truc que tu donnerais à de futurs clients? Ben, le premier conseil que je donnerais, c'est de faire plus qu'une soumission pour avoir une variété d'opinions, avoir plusieurs diagnostics et je dirais d'essayer d'avoir le flair pour les yes men. C'est-à-dire d'essayer de voir est-ce que l'arboriste fait juste dire oui. Ça revient un peu à la question de tantôt. L'arboriste n'est pas supposé être juste un exécutant. Le client, s'il ne connaît pas ça, les arbres, il n'est pas supposé faire affaire avec une compagnie qui fait juste dire oui, 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 j'abats ça, oui, je coupe ça et tout ça. Faites plusieurs soumissions, puis essayez de voir, il y en a-tu un là-dedans qui a réellement essayé de vous aider à prendre la bonne décision? Parce que moi, ça peut arriver qu'après une estimation, je vais dire au client, vous n'avez rien à faire dans votre arbre. Fait qu'il économise de l'argent, il économise du temps, puis on évite qu'il fasse du tort à son arbre. Mais ça, il y en a beaucoup qui le feront pas, qui vont juste dire c'est ça que tu veux, oui, ça va te coûter tant, puis je vais le faire. Donc, plusieurs soumissions, puis essayer de trouver l'arboriste qui donne des conseils, puis qui ne dit pas nécessairement oui à tout. Super. Génial. Un petit mot de la fin ou as-tu quelque chose à rajouter? C'est Guidou.